Bonjour et bienvenue dans ce récap critique 2019 des films que j'ai bien aimés cette année. L'année dernière, c'était la première fois que je faisais ça. J'étais un petit peu brouillon, il y avait beaucoup de j'aime bien pas très constructifs, donc je vais essayer de faire un petit peu mieux cette année. J'ai vu environ 130 films qui sont sortis en 2019 et donc parmi ceux-là, j'en ai sélectionné 10, il me semble, qui m'ont particulièrement plu, qui sont dans le top du top de ce que j'ai aimé, un qui est un petit peu moins mais dont j'avais envie de parler aussi. Et avant de me mettre à parler de cinéma, juste... Donc en novembre, là, j'ai sorti la vidéo Gentille Dame Badass sur Amelia Earhart. Avant ça, il y a eu Time Warp et j'ai pas vraiment reparlé de Time Warp sur cette chaîne depuis. Donc merci beaucoup à tous les gens qui ont aimé Time Warp. Si vous n'avez pas aimé Time Warp, c'est peut-être parce que vous l'avez pas vu, du coup regardez. Si vous l'avez pas aimé du tout, ben c'est pas grave, c'est la vie. Mais j'ai eu énormément de retours positifs et ça fait très plaisir pour le reste de l'équipe aussi. Si vous avez contribué à Time Warp et que vous attendez une contrepartie, on ne vous oublie pas. Elles arriveront, c'est juste que certaines contreparties nécessitent le DVD de la série et pour ça il faut qu'on termine le making of et c'est pas encore le cas. Donc ça sortira... Enfin, les contreparties arriveront un jour, c'est certain, c'est absolument certain, mais juste faudra encore un petit peu de patience et je vous tiendrai au courant. Voilà, maintenant sans plus attendre, parlons cinéma. Le premier film dont je voulais parler, c'est L'heure de la sortie, réalisé par Sébastien Marnier avec Laurent Lafitte. C'est un film que j'ai vu en tout début d'année dernière et que j'ai eu l'occasion de revoir une fois depuis, pardon, accent belge, donc ça a un petit peu étayé mon avis. C'est un film qui se passe dans un lycée en France, c'est un film français, il y a beaucoup de films français dans cette liste, et dans une classe d'élèves doués. En gros, on a rassemblé tous les meilleurs élèves du lycée et on les a mis dans une classe. Et on va voir que c'est pas forcément une bonne idée. Au tout début du film, le professeur principal de cette classe se suicide, en plein milieu de la classe, ce qui installe une bonne ambiance entre les élèves. Et donc Laurent Lafitte est un remplaçant qui arrive pour remplacer le prof qui ne peut plus exercer ses cours puisqu'il est mort. Et dans cette classe, il y a une ambiance très bizarre, notamment entre un groupe d'élèves qui est vraiment surdoué et qui est un peu malsain du coup. Enfin, il y a une ambiance malsaine qui s'installe de plus en plus, qui est accentuée par le fait que c'est la canicule pendant tout le film. Donc c'est bien parce que souvent l'ambiance pesante, elle vient du froid, de la grisaille. Bah là, non, c'est la chaleur étouffante qu'on ressent pendant tout le film. Et ça devient de plus en plus bizarre, parfois un peu trop à mon goût. Mais c'était intéressant et ça m'a un peu fait penser au village des damnés. Oui, c'est ça. Merde, j'ai un doute. Le film avec les enfants qui ont les cheveux gris et les yeux rouges et qui sont très intelligents et qui font flipper. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Donc c'était intéressant, franchement. Une bonne découverte. Et les enfants jouent très bien. Bon, les adultes aussi, ça va. Le deuxième film dont je voulais parler est Une intime conviction. Ah, j'ai pas fait de catégorie cette fois. La première c'était dans la catégorie chaud. Et le deuxième dans la catégorie justice. Et Une intime conviction, c'est donc un film de Antoine Rimbaud, qui n'est pas poète. Et c'est un film qui traite du procès Jacques Viguier, donc d'une histoire vraie d'un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme, sauf qu'on n'a aucune preuve, il n'y a rien, elle a juste disparu, il n'y a même pas de corps. Et donc il est joué par notamment Marina Foïs et Olivia Gourmet. Oui, mon ordinateur se trouve ici avec mes notes. Et d'ailleurs, écran de veille, non merci. Donc c'est un film sur ce deuxième procès, puisque au premier procès, Jacques Viguier est innocenté, puis a lieu un procès en appel. Et donc le film suit le personnage de Marina Foïs, qui elle est un personnage fictif, à la fois proche de la famille et très impliquée, très investie dans l'affaire. Elle veut vraiment prouver l'innocence de Jacques Viguier et c'est pour ça qu'elle convainc Éric Dupond-Moretti, grand avocat qui lui existe, de reprendre l'affaire et de défendre Jacques Viguier. Donc on suit ce duo entre Marina Foïs qui se retrouve de plus en plus impliquée dans l'affaire alors qu'elle n'a rien à faire là à la base, et Olivier Gourmet qui joue très très bien, et notamment il y a un plaidoyer à la fin qui est beau, et je sais pas pourquoi mais j'aime les plaidoyers, et donc c'était beau. Et c'est intéressant aussi sur la justice, sur la présomption d'innocence, sur l'acharnement judiciaire aussi, l'acharnement de certaines personnes des fois qui disent « ouais, il est coupable, forcément c'est lui le coupable », et pas toujours. Ce qui fait que j'ai apprécié ce film. Voilà. Troisième film de cette catégorie, et on est toujours sur du film français, et on va le rester encore un peu. Les films ne sont pas forcément dans l'ordre de sortie, les films sont dans un ordre qui n'a aucun ordre. Le troisième film dont je vais parler, c'est dans la catégorie sous-marin, Le Chant du Loup.
que peut-être vous avez vu parce qu'on a assez régulièrement dit du bien de ce film sur internet, d'un film d'Antoine Baudry avec beaucoup d'acteurs dont François Civil qu'on a vu un peu partout au cinéma cette année, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et d'autres personnes dont je n'ai pas retenu le nom. Et donc le film se passe dans le milieu des sous-marins français. Dans le cadre est fictif, les conflits qui sont abordés dans le film sont fictifs. Je crois que c'est un conflit entre la Russie et la Finlande et d'autres trucs. Mais ouais, ça pose un cadre fictif, mais ça aborde des vrais problèmes, des vraies questions qui pourraient survenir dans le cadre d'un conflit. Et si on avait si les sous-marins nucléaires français se retrouvaient dans la partie. En gros, voilà, on suit ces histoires de sous-marins. Et on a une situation qui se met en place qui est vraiment merdique et qui pourrait arriver apparemment et c'est très prenant, vraiment. Le film, il y avait de la tension, je l'ai vu je crois 2-3 fois au cinéma et dont une fois avec mon père, et à un moment il voulait aller aux toilettes et il me disait mais il va se passer des trucs encore là, il dure encore longtemps le film parce que moi je veux aller aux toilettes mais je veux pas perdre ce qui va se passer. Et enfin il me l'a pas dit sur ce ton là parce qu'il parle pas comme ça mon père, mais voilà, pour vous dire que c'était prenant. Coucou papa si tu vois cette vidéo. Et voilà. Voilà, du coup c'était bien. Regardez ce film, vraiment, c'est un très bon film français. Voilà. Dans la catégorie documentaire, nous arrivons à présent sur un film que je pense vous n'avez pas vu, que peut-être vous ne verrez jamais, ou pas. Je sais pas s'il va sortir. Donc je vais d'abord vous présenter ce documentaire et ensuite vous expliquer pourquoi il est si peu diffusé. Je pense que c'est la meilleure chose. Donc il s'agit de Zénon l'Insoumis, qui est un documentaire réalisé par Françoise Lévy en partenariat avec la maison des amis de Marguerite Yourcenar qui se trouve dans le Nord, je sais plus le nom exact. En gros, c'est un film qui retrace l'adaptation au cinéma de L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar par André Delvaux en 1988. Oui, ça peut paraître très obscur, mais en fait c'était génial. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez le Moyen-Âge, si vous aimez les documentaires tout simplement, pour toutes ces raisons c'est un très bon documentaire. Parce que on y retrouve à la fois des éléments de l'histoire de l'œuvre noire, donc il y a un livre qui se passe au XVIe siècle, il me semble, oui, au XVIe siècle, donc en pleine guerre religieuse, et on suit ce personnage de Zénon qui est un médecin un peu en avance sur son temps, enfin complètement, il est trop intelligent et il dit des choses trop en avance sur son temps et il est inquiété pour ça. Et donc c'est un très bon livre déjà que j'avais lu l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Et le documentaire parle à la fois de ce livre et des conditions de l'adaptation de 1988, donc on y retrouve à la fois des reconstitutions d'échanges entre Marguerite Yourcenar et le réalisateur, puisqu'ils ont beaucoup échangé. Au début, elle n'était pas du tout chaude pour ce projet, puis au fur et à mesure, elle était de plus en plus investie. On voit aussi des interviews d'anciens acteurs, on voit comment l'acteur principal, qui était vraiment super bon apparemment, moi j'ai pas vu le film, j'ai juste vu le documentaire, donc comment il s'est mis dans le personnage, parce que c'est pas un personnage facile quand même. On a des images du film, on a des reconstitutions, on a un troisième Zénon qui n'est ni l'acteur du film, ni le Zénon du livre, donc un autre acteur qui joue Zénon et qui se balade sur les lieux de tournage du film. Et c'était vraiment une super ambiance. Enfin, ouais, je peux pas l'expliquer autrement. J'avais fait un thread à l'époque sur Twitter après avoir vu le film. Et peut-être que je mettrai le lien en description du coup de ce thread qui aborde peut-être d'autres choses que j'oublie maintenant. Mais c'était très beau. Et j'ai eu la chance de le voir parce que s'il a été réalisé dans le Nord, la réalisatrice est belge, il me semble, parce que le film se passe en partie à Bruges. Et du coup, il a été projeté une fois dans un cinéma à Bailleul. C'était la première projection en présence de la réalisatrice. C'était la première fois qu'elle-même voyait le résultat, qui n'était probablement pas le résultat final. Et donc c'était une projection suivie d'une discussion avec la réalisatrice. Et du coup, c'était super intéressant. Et à terme, elle disait qu'elle voulait le projeter dans des festivals et tout ça, mais je sais pas où le documentaire en est actuellement. Donc, si vous avez l'occasion de le voir et que ma description vous a mis
l'eau à la bouche, et ben regardez-le, parce que c'était bien, vraiment. 5e film dans la catégorie Québec, et je ne vais pas prendre cet accent plus longtemps, c'était La femme de mon frère de Monia Chokri, avec Anne-Elisabeth Bossé dans le rôle principal, super actrice que j'ai découverte dans ce film et qui jouait vraiment super bien. Donc c'est un film très 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 drôle, très bien écrit, les dialogues sont super intelligents. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui a la trentaine, qui a un doctorat mais dans un domaine obscur, qui ne trouve pas de poste à la sortie de ce doctorat, qui est un peu paumée dans sa vie, aussi bien sentimentalement que pour tout le reste, elle est paumée. Le début du film, c'est qu'en gros elle se fait avorter par une gynéco qui ensuite sort avec son frère. Et ensuite il se passe plein de trucs, mais vraiment ce sont les dialogues qui font la force de ce film, les dialogues et les situations, mais c'était vraiment super bien écrit et super bien joué entre donc l'actrice principale et son frère, et tous les autres persos, ils ont des parents complètement what the fuck. Je pense pas avoir besoin d'en dire plus sur ce film parce que ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste, c'est pas de l'absurde, c'est juste bien écrit. Et regardez-le, regardez La femme de mon frère parce que c'était super bien. Dans la catégorie de l'espace, on arrive enfin sur un film américain ou anglais? Peut-être anglais, James Gray. James Gray qui est le réalisateur et qui avait réalisé avant The Lost City of Z ou The Lost City of Z, je ne suis pas sûre, et qui était un film que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, cette année, il a réalisé Ad Astra avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est une mise en scène d'un futur dans lequel on va dans l'espace, mais qui était à la fois originale et réaliste, avec par exemple le vaisseau qui fait les voyages réguliers de la Terre à la Lune et la base lunaire, ouais, je sais pas comment dire, mais ça paraissait quelque chose qui pourrait arriver si on en arrive à un stade où on va dans l'espace et non pas où on crame la planète. Mais c'était un futur qui me paraissait probable, plausible. Et en même temps, donc on suit cette histoire de Brad Pitt qui doit aller retrouver son père qui est mort apparemment, mais peut-être pas, on sait pas trop, on l'envoie en mission. D'abord juste pour envoyer un message à son père depuis mars, et on sait pas trop où ça va le mener, quoi. Donc c'est un personnage qui est en quête de son père, mais c'est aussi... c'est une belle histoire. Les scènes d'espace sont très bien, celle dans la navette qui lance un appel au secours, celle sur la Lune avec une petite course-poursuite. Il y a plein de belles scènes, les scènes finales dans l'espace aussi. Mais là, j'en dis pas plus. Un beau film, encore une fois, regardez Ad Astra. Je ne sais plus à combien de films on en est, et ce n'est pas grave. On en arrive à Papicha, qui lui est un film algérien. Oui, de Mounia Medour. L'actrice principale est Lina Koudry, et c'est un film qui parle des violences envers les femmes dans les années 90 en Algérie, envers les femmes, envers les personnes qui n'étaient pas assez religieuses. Donc là, c'était les femmes qui refusaient de porter le voile. En gros, on appelle cette période la décennie noire. Je connais pas énormément ce sujet, et je savais pas trop dans quoi je m'embarquais en allant voir le film, d'ailleurs. Papicha, ça veut dire jeune fille, apparemment. Et donc on suit le parcours de jeunes filles qui sont étudiantes en Algérie dans les années 90. L'une d'elles, l'actrice principale, enfin le personnage principal, veut être styliste plus tard. Et elle design pas des voiles, elle design des robes. Et du coup, ça ne marche pas. Et on voit la montée de la violence. Des menaces d'abord, puis on se prend par moments vraiment une bonne dose de violence dans la gueule. Et très réaliste, hein, et même pas complètement montré non plus. On n'est pas dans du gore du tout. Mais la mise en scène fait que c'est vraiment parfois inattendu, quoi. Et du coup, ça nous prend aux tripes. Et c'était très très bien joué. Toutes les actrices jouaient très bien. Et voilà, là, un film sur des faits réels, hein, on n'est pas dans l'espace, on est sur quelque chose qui s'est réellement passé. Et du coup, je pense que c'est un film important à voir. Le suivant, d'ailleurs, sera aussi un film important à voir. Ouais. Donc, Papicha, à voir. Et dans le film suivant, on est aussi dans la catégorie violence, du coup, hein, un petit leitmotiv qui apparaît avec The Hate You Give de George Tillman Jr. avec Amanda Stenberg en actrice principale. Je parle de The Hate You Give, j'aurais aussi pu parler des Misérables,
C'est 2 films qui figurent dans le top de ma liste de films vus cette année, mais comme ils traitent à peu près des mêmes sujets, j'en ai choisi un seul. Waouh, Luminosité à Donf. C'est le soleil, hein, j'y peux rien. Comme ces 2 films qui parlent à peu près du même sujet, j'en ai choisi un seul sur les 2. Donc The Hate You Give est un film qui parle des violences policières envers les Noirs aux États-Unis. Les Misérables est un film qui parle des violences policières envers les personnes de banlieue en France. Il y a un petit lien. Du coup, allez voir Les Misérables, déjà, hein, mais je vais aussi vous parler de The Hate You Give, puisque c'est lui dont je parle là. C'est un film qui suit le parcours d'une famille noire, et notamment d'une jeune fille, qui se retrouve impliquée dans un cas de violence policière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et cette affaire-là entraîne une montée de violence dans son quartier, une montée de questions aussi en elle-même, parce qu'elle est témoin de quelque chose. Est-ce qu'elle veut témoigner et donc se mettre en avant, alors qu'on lui a toujours expliqué qu'il valait mieux pas se mettre en avant, qu'il fallait faire profil bas, parce que la vie est comme ça, et parce que sinon ça risquait d'être compliqué pour elle. En même temps, elle va dans un lycée très majoritairement blanc, dans un quartier qui n'est pas du tout le quartier dans lequel elle vit, et du coup elle nous explique ce fait qu'elle a 2 personnalités, en gros qu'elle est 2 personnes différentes. Elle est la jeune fille bien comme il faut pour les blancs, elle est elle-même dans son quartier, et c'est compliqué à gérer cette situation pour elle. Donc ce film aborde plusieurs points, le fait de ne pas avoir vraiment d'identité propre, et aussi les violences. Voilà, donc un film important, un film à voir. Et pour revenir sur Les Misérables, là en fait on suit 3 policiers de la BAC en banlieue. Pareil, une affaire qui dérape, et on voit à la fois la réaction des policiers, certains essayent d'étouffer l'affaire, d'autres sont un peu plus humains, mais même du côté des jeunes de banlieue qui sont impliqués, la montée de la violence fait qu'on perd un peu son humanité aussi à ce moment-là, même du côté du maire, même du côté de pas tout le monde. Personne dans le film n'est totalement bon ni totalement mauvais. Donc c'était 2 films en un, 2 films très intéressants à voir. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il nous reste 2 films. J'ai été un peu plus constructive et un peu moins hésitante que l'an dernier, je crois, on progresse, tout en rappelant que je n'ai pas de compétences particulières dans le domaine d'analyse cinématographique, c'est juste mon ressenti et mon point de vue. L'avant-dernier film, dans la catégorie absurde, Le Dain de Quentin Dupieux. Il n'est pas dans mes préférés de l'année, mais quand même, il était bien, et du coup j'avais envie d'en parler. Donc les acteurs sont Jean Dujardin et Adèle Haenel, et donc oui, c'est de l'absurde, quoi. C'est un film qui a une ambiance très particulière. Les couleurs déjà sont très pastel, c'était intéressant. Et ça se passe dans un paysage un peu de montagne, je sais pas si c'est les Vosges ou les Ardennes, ou un truc du genre. On suit le personnage de Jean Dujardin, qui est un personnage complètement paumé dans sa vie, et très niais aussi, très... voilà, comment dire, ingénu, je ne sais pas. Son rêve, c'est de porter du daim, déjà, et après il a un autre rêve qui se développe dans le film, mais dont je ne vais pas parler. Et il rencontre Adèle Haenel qui... On ne sait pas trop si son personnage est elle aussi complètement niaise et du coup le suit dans son délire, ou si elle est beaucoup plus manipulatrice que ça, et du coup c'est intéressant. Et c'est absurde, c'est complètement absurde, et ce film a popularisé pendant un bref temps la phrase « style de malade » que j'aime beaucoup, donc regardez-le parce que c'était vraiment bien. Et on en arrive au dernier film, qui est tout récent, puisque je l'ai vu ce week-end. Nous sommes actuellement le 24 décembre, d'où le chapeau et la robe jolie, puisqu'après je pars faire le réveillon, et je l'ai vu dimanche, il y a 2 jours. Knives Out, en français, à couteau tiré, un film américain, hein, comme il y en avait peu, c'est bien d'en mettre, donc je n'ai pas fait de quota. Donc un film de Rian Johnson, qui est aussi le réalisateur de l'un des meilleurs Star Wars qui soit. Je suis sérieuse à ce sujet. Et avec plein d'acteurs bons dedans, plein d'acteurs connus et bons. L'acteur principal, enfin l'un des acteurs principaux est Daniel Craig, mais c'est un petit peu un film orchestre où tous les acteurs ont leur importance. C'est un film qui fait très... Donc c'est une enquête sur un meurtre ou suicide, on ne sait pas trop au début. Et un peu à la Agatha Christie, avec plein de personnages, un enquêteur... avec un nom à consonance française qui peut rappeler un peu Hercule Poirot, qui vient essayer de résoudre l'affaire. Il est appelé en renfort par le FBI ou la police. Et toutes les personnes peuvent être suspectes, toutes les personnes sont
ont un petit quelque chose qui fait qu'elles sont pas... Voilà, il n'y a pas une personne complètement gentille, complètement méchante, sauf peut-être une personne, j'en dis pas plus. Et c'est très très prenant, très drôle aussi. Il utilise beaucoup de ficelles de ce style de film. Je suis pas très policier habituellement, mais là c'était parfois un petit peu, pas dans la parodie, mais dans la satire du genre, parfois complètement dans le genre. Ouais, c'était vraiment bien. Vraiment très prenant, ça dure longtemps, hein, mais on est dans l'enquête jusqu'au bout, on est dans les retournements de situation jusqu'au bout. Et c'est un bon film du coup. Un peu à la Cluedo aussi. Parce que sur l'affiche, ils sont tous colorés, c'est pour ça que je pense au Cluedo. C'est peut-être fait exprès, d'ailleurs, sûrement. Et voilà. Et ben, du coup, on en arrive à la fin de cette liste de films. Et comme d'habitude, je pense qu'en générique, je vais mettre aussi les autres films que j'ai aimés mais dont j'ai pas parlé, les films que j'ai pas aimés, parce que comme ça, du coup, vous les regardez pas, ou alors regardez-les et vous trouverez que j'ai mauvais goût parce que vous les aimerez, je ne sais pas. Voilà. Je pense que je voulais dire d'autres choses à la fin de cette vidéo. Oui, Chronique de prof arrive. Il n'est pas encore écrit, mais il arrivera bien sûr. Juste après la diffusion de Time Warp, j'ai dû mettre du temps à me remettre à mes recherches, à l'écriture et tout ça. J'ai une vie bien remplie déjà personnellement et aussi professionnellement, certaines choses dont je pourrais vous parler bientôt, mais pas encore. Donc ouais, cette année j'ai un peu plus de mal à tenir le rythme d'une vidéo par mois, mais j'ai essayé de m'y remettre à partir de janvier. Ça sera peut-être pas toujours des chroniques de prof du coup, ça sera peut-être des Gentles Dames Badass parce que c'est un peu plus simple à écrire, mais je vais essayer de m'y remettre correctement. Et le prochain chronique de prof, ouais, il arrivera courant janvier, je l'espère. On y croit. Et du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bonne fête de fin d'année à tous. Je pense qu'au moment où elle sortira, Noël sera passé, mais peut-être pas encore le Nouvel An. Donc on y croit. Et abonnez-vous, partagez la vidéo. Je rappelle aussi que j'ai une page Tipeee et Utip qui vous permettent de financer mes vidéos soit en regardant des pubs et donc ça ne vous coûte rien, soit en donnant des sous et du coup ça vous coûte. Mais c'est très gentil parce que ça me permet de un peu vivre de ça, ce qui est toujours intéressant quand on a cette activité qui prend du temps et de l'énergie. Et voilà, partagez, abonnez-vous, commentez, ne faites pas de commentaires sur mon décolleté parce que c'est pas sympa. Et est-ce que je sais qu'il y en aura? Forcément, il y en a toujours. C'est pas sympa, ne faites pas ça. Et je vais arrêter ça maintenant. Enfin cette vidéo, je veux dire, c'est fini, j'ai plus rien à dire. Donc je vais arrêter de parler maintenant. Merci, au revoir!